Bonjour à tous. Alors que tous les regards sont tournés vers William et Kate avant l'autre grand mariage princier à Monaco, nous allons nous intéresser cette semaine à la monarchie en Europe. A-t-elle encore du pouvoir? Combien nous coûtent nos chères têtes couronnées? La monarchie est-elle encore à la mode? Et puis nous avons réalisé un entretien exclusif avec le prince héritier de Libye qui était de passage à Bruxelles cette semaine. Son Altesse royale Mohamed El Senoussi se dit prête à prendre le pouvoir en Libye après Kadhafi. Voilà, programme chargé, mais d'abord, passage en revue de l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Chouarzi à la tête du Conseil européen, ce n'est pas un film de science-fiction. Un des collaborateurs de l'ancien gouverneur de Californie voit en Arnold Schwarzenegger, autrichien de naissance, un successeur idéal à Herman Van Rompuy. La question de la nationalité étant toujours un point sensible dans les nominations européennes, l'ex-Mister Univers pourrait être une bonne solution, estime ce proche. En Amérique, tout est possible. Qu'en est-il en Europe ? On pourrait voter 2 fois aux prochaines élections européennes, une fois comme d'habitude pour une liste de candidats de sa circonscription et une seconde pour une liste européenne qui comprendrait des candidats de toute l'Europe. Les eurodéputés qui soutiennent cette réforme veulent croire que cela accroîtrait l'intérêt des électeurs pour les européennes. Bruxelles a finalement demandé une hausse de près de 5% du budget européen pour l'an prochain, alors que les grandes capitales exigeaient de l'Europe la même austérité que pour les budgets nationaux. Pour les eurocrates, un euro investi au niveau européen est plus efficace qu'un euro dépensé au niveau national, particulièrement en période de crise. La Hongrie s'est dotée d'une nouvelle constitution ultra-conservatrice. La nouvelle loi fondamentale fait référence à Dieu, au christianisme et à la famille traditionnelle. Le Premier ministre Viktor Orban s'est dit prêt à soumettre le texte à l'examen de la Commission européenne qui doit vérifier s'il respecte les principes de l'Union. Couronne, palais, mariage princier, 7 pays de l'Union européenne ont un roi, une reine ou un grand-duc comme chef de l'État. Dans ces pays, les prérogatives du monarque sont encadrées par une constitution et le pouvoir est essentiellement entre les mains d'un parlement. Il est vrai que la fonction royale a considérablement évolué depuis le premier roi des Belges, le roi Léopold Ier, où en réalité aujourd'hui on se trouve bien en phase avec ce que voulaient finalement les constituants de 1830 et 31, c'est-à-dire une monarchie républicaine, un roi sans pouvoir qui agit toujours avec le contrôle gouvernemental, le contrôle ministériel, et un roi c'est vrai qui exerce en réalité aujourd'hui surtout un rôle de représentation, un rôle symbolique. Nous sommes déjà en présence d'une monarchie de type protocolaire. Cette famille royale, elle incarne le pays, elle incarne la nation néerlandaise et c'est ressenti très fortement. La reine Béatrix, qui est quand même âgée maintenant, elle est un peu comme la mère ou la grand-mère des Hollandais, des Néerlandais. Et ça, c'est sentimentalement très fort. De la même façon, en Suède et au Danemark, où la monarchie est très protocolaire, les souverains sont proches de leur peuple. Au Benelux, c'est surtout après les élections que l'on voit le roi, la reine ou le grand-duc à l'œuvre. C'est lui qui, en fonction des résultats électoraux, nomme le formateur du gouvernement. Mais ces chefs d'État ont surtout la possibilité d'exercer ce que l'on appelle une magistrature d'influence. Ils ne peuvent rien imposer, mais ils ont le pouvoir de proposer ou de tirer la sonnette d'alarme. Il y a le pouvoir d'un côté, il y a l'influence de l'autre. Et l'influence dépend de la personnalité. La monarchie, c'est une loterie. Le précédent était un calotin conservateur, celui-ci est plutôt quelqu'un d'ouvert, mais son successeur, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est loin d'être à la hauteur intellectuellement. Donc c'est vraiment ça, c'est une loterie. On peut bien tomber et parfois on tombe mal. Le successeur d'Albert II, c'est lui, Philippe, et il met déjà son influence au service de la Belgique. Donc le prince Philippe, par exemple, qui a son travail d'héritier à faire, qui se prépare également à monter sur le trône, a également un vrai rôle économique puisqu'il soutient le travail, les exportations de nos entreprises à l'étranger. La présence princière sur un voyage à l'étranger attire immanquablement les regards. Et donc rien que ça, c'est déjà fondamental. Quand vous transportez 400 chefs d'entreprise à l'étranger, vous avez le prince qui est avec vous. Le prince, il vous ouvre des portes.
il ouvre des portes, il fait rencontrer les gens importants, il fait rencontrer les ministres importants dans des pays qu'on connaît parfois un petit peu moins. Donc son rôle, à ce titre-là, est fondamental. Le prestige royal peut donc rapporter gros, mais il peut également coûter cher. Pour la première fois, c'est vrai, dans l'histoire, les 3 enfants du roi reçoivent une notation, c'est-à-dire non seulement le prince Philippe, qui est le premier dans l'ordre de succession, mais aussi la princesse Astrid et le prince Laurent. Et là, il y a une remise en cause parfois de l'octroi des dotations à tous les enfants du roi. Le Sénat s'est penché sur la question en 2009 et a décidé qu'à l'avenir, mais sans doute à l'occasion du prochain règne, les enfants du prochain roi donc ne jouiraient pas tous de l'octroi d'une dotation, mais uniquement le premier dans l'ordre de succession. En tout cas, Obama, le président des États-Unis, touche moins pour ses fonctions que le prince Laurent, qui est un des enfants du roi aujourd'hui, qui ne fait rien, qui ne fait que des conneries et qui est payé mieux que Obama pour le faire. Aujourd'hui, la couronne d'Angleterre coûte aux contribuables 45 millions d'euros par an, la monarchie belge 13 millions et la famille royale espagnole passe pour la plus modeste avec 8 millions d'euros sur lesquels elle doit payer des impôts, tout comme le roi de Suède. En comparaison, le budget de l'Élysée s'élève à 112 millions d'euros par an. Il y a quand même toute une sorte de, je dirais, de faste, de pompe qu'il faut maintenir, quoi qu'il arrive, qui coûte un peu d'argent. C'est quand même un entretien. Mais qui fait partie, je pense, de la tradition monarchique et du système tel qu'il est. Donc il faut l'entretenir. Voilà. Si on retire tout ça, alors on retire la monarchie et on change le régime. Donc ce n'est pas le but. Un président de la République, ça coûte. Un grand-duc, ça coûte. Mais la famille grand-ducale luxembourgeoise avait toujours aussi une belle fortune. Et on ne sait pas si un président de la République l'aurait. Par exemple, si moi, j'étais le premier président de la République luxembourgeoise, évidemment, je ne pourrais pas mettre ma fortune parce que je n'en ai pas. Dans la plupart des royaumes d'Europe, des militants républicains proposent l'abolition de la monarchie, mais ces anti-royalistes restent très anecdotiques. En Belgique, seuls 10 à 15% de la population souhaiterait une république à la place d'une monarchie. La Bible, dans mon combat personnel, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans son paragraphe 2 « Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. » À l'évidence, ça comporte aussi la fonction principale qui est celle de chef de l'État. Donc en fonction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, moi je suis par principe contre la monarchie. Dans une démocratie moderne, une monarchie, donc le pouvoir héréditaire, n'a pas sa place. Soyons très clairs. Et je pense que la reine est la première à le dire. Ceci dit, la monarchie est extrêmement populaire aux Pays-Bas. Et l'abolir, pour faire quoi? Pour avoir quoi à la place? Cette course folle à l'Élysée? Je ne pense pas. Parce que c'est délétère et ça intoxique la vie politique en France. On ne parle plus de rien, vous ne parlez que de l'Élysée. Et tous vos politiques sont comme ça. L'Élysée, l'Élysée. Donc ça empoisonne votre débat politique. Je ne voudrais pas avoir ça à la place. Gardons cette monarchie modeste, mais présente, qui incarne la nation, que tout le monde aime, et soyons une démocratie ouverte comme on l'a toujours été depuis le début du XXe siècle. Est-il possible, au XXIe siècle, de revenir à la monarchie? Mohamed El Senussi, le prince héritier de Libye en exil, est le petit-neveu du roi Idriss Ier, chassé en 1969 par le colonel Kadhafi. Mohamed El Senussi a été invité au Parlement européen cette semaine par les eurodéputés britanniques conservateurs afin de lui apporter une légitimité européenne et ainsi préparer l'après-Kadhafi. Le prince héritier de Libye se dit prêt à servir son peuple. Votre Altesse Royale, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de BFM TV. Est-ce que votre espoir, votre ambition, c'est d'arriver au pouvoir en Libye après Mouammar Kadhafi? Thank you, sir. My duty, right now, to Mon rôle aujourd'hui est de servir mon pays et mon peuple, m'assurer qu'il est en sécurité et qu'il n'est pas bombardé. Concernant le futur de la Libye, cela dépend du peuple libyen. Le peuple devra choisir, aura le droit de choisir le système qu'il souhaite. S'il choisit la monarchie, alors nous sommes prêts à servir. Et s'il choisit la République, eh bien je devrais aussi respecter ce choix et je continuerai à servir mon pays.
Votre Altesse, lorsque vous avez vu les jeunes rebelles en Libye, au tout début des manifestations, arborer le drapeau de votre monarchie, est-ce que vous avez le sentiment que finalement ils comptent sur vous ? Le peuple libyen voit ce drapeau comme le drapeau de la liberté et je suis fier de le voir encore, tout spécialement ces jeunes qui le brandissent. Et je pense que ce drapeau doit retourner à la place qui lui revient et qu'il y restera pour toujours. À vos yeux, est-ce que le CNT, le Conseil national de transition, est le représentant légitime de la Libye aujourd'hui ? Bien sûr, je soutiendrai tout conseil qui aidera mon peuple. Ce conseil est temporaire et lorsque la Libye sera libérée de Kadhafi, il y aura un plus grand conseil à Tripoli et il comprendra des représentants de toutes les villes de Libye. On pourra ensuite choisir notre système à travers ce conseil plus large. Nous avons besoin d'une élection libre et nous avons besoin d'une Libye qui fasse figure d'exemple dans la région. Êtes-vous en faveur d'une intervention militaire au sol en Libye pour désembourber ce conflit et permettre de faire partir Kadhafi ? C'est une question très difficile, mais bien entendu, je soutiendrai tout ce que le peuple libyen souhaitera. Actuellement, je ne pense pas que le peuple de Libye désire une intervention au sol, mais lorsqu'il la souhaitera et lorsqu'il la demandera, alors je soutiendrai cela. Merci, Votre Altesse Royale, d'avoir répondu aux questions de BFM TV. Voilà, c'est la fin de cette édition qui a été largement préparée par Cécile Verrier avec François Declercq. Si vous voulez tout savoir sur le mariage de William et Kate, évidemment, c'est sur BFM TV. Toute la semaine à venir, de nombreux reportages et des directs. Quant à nous, rendez-vous samedi prochain, 11h45 et dimanche, 16h45 pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.